Bonjour et merci d'être venus nombreux assister à la table ronde Jurassic Park ou Gattaca, dont on peut s'étonner de l'intitulé quand même, on verra ça ensemble. Alors j'ai le très très grand plaisir d'accueillir des autrices. Tout le monde n'est pas encore là, on espère qu'on sera rejoint par Patricia Parnet, qui est neurobiologiste. Alors en commençant par la droite, si je puis dire, Oriane Velten, bonjour. Alors, vous avez obtenu justement le prix Utopial 2021 pour un ouvrage qui s'appelle After, qui est paru chez Mnemos. Et ben voilà, très bien, Patricia Parnet. Vous avez publié très très récemment Simca, également chez Mnemos. Alors, Patricia Parnet, je vous prends au débeauté, neurobiologiste, chercheuse. Vous travaillez sur les communications, les contacts inattendus au sein d'un organisme, ce qu'on peut-être on ne prévoyait pas jusqu'alors. Et vous travaillez également, j'espère que vous nous en parlerez, sur la possibilité d'une application thérapeutique, enfin dans l'étude, on précisera par la suite, dans l'étude justement des gènes, et notamment, vous faites un travail sur le stress, je crois. Oui, alors, voilà. Je suis en effet neurobiologiste et je travaille... Université de Nantes. Université de Nantes, CHU de Nantes et puis de l'INRAE. Et on travaille beaucoup sur la transmission de stress. Mais ça peut être, nous, dans notre cas, c'est beaucoup le stress nutritionnel que vont subir les parents et qu'ils peuvent transmettre par certains mécanismes à la descendance suivante, aux enfants. Parfait, bon, on aura le temps d'y revenir. Alors, Claire Garand, qui se fait connaître par un roman, Les Maîtres de l'Univers. Les Maîtres, bon, oui, ça reste des années 80, ça, voilà. Oui, c'est l'inconscient qui parle, c'est abominable. Les Maîtres de la Lumière, bien sûr. Alors, édition Roise, tant qu'à faire une bêtise, c'est bien prononcé. Oui. Qui obtient le prix de la Cour de l'Imaginaire en 2019. Et là, le très très beau Paideia à la Volte, qui vient d'obtenir hier le prix Julia Verlanger. Et enfin, Audrey Plénet, qui débute, alors là aussi vous me corrigez si jamais je me trompe, mais par deux ouvrages en auto-édition, Noosphère et un recueil, Ellipse, qui est très remarqué d'entrée, voilà. Puis justement sur l'attention pour ces ouvrages, vous publiez chez Bifrost, dans la revue Bifrost, Encore 5 ans, qui obtient le prix des lecteurs de Bifrost. Et enfin, dans la très belle et prestigieuse collection Une heure lumière, vous avez fait part il n'y a pas longtemps au Rossignol, qui lui obtient également hier le prix Utopial. Donc déjà, une telle quantité de talent, ça impressionne, et je suis ravi de vous accueillir toutes. Alors, en fait, je vous propose de commencer très simplement. Je suis étonné d'une expression qui fleurit depuis quelques années, à tort et à travers, c'est dans notre ADN, ou c'est dans mon ADN. Moi, je ne bois pas après-midi, c'est dans mon ADN. Notre entreprise qui a été créée il y a 6 mois a dans son ADN. Alors, comment se fait-il que quelque chose qui n'était absolument pas populaire et public, selon vous, en tant que créatrice, en tant que chercheuse, puisse tout à coup intéresser mal, pour des mauvaises raisons, tout le monde ? Je vais commencer peut-être avec l'ADN. Donc quand on dit c'est mon ADN, ça veut dire ça constitue mon être en fait. Donc c'est vraiment moi. Et la personnalité, la personne, l'individu lui-même, en effet, il dépend de son ADN. L'ADN vient des parents, hein, on est constitué à moitié de l'ADN de ses parents, de son père, et la moitié de l'ADN de sa mère. Et donc c'est l'héritage.
Ensuite, moi j'ai re-regardé Gattaca avant de venir, et à cette époque-là, l'époque du film, et puis beaucoup de films, je pense, de science-fiction aussi, lorsqu'il y a eu l'avènement du séquençage du génome, on se disait, bon ben voilà, on va pouvoir lire comme dans un livre ouvert, on a ces séquences d'ADN, et on va savoir ce que va devenir la personne. On va pouvoir prévoir son futur. C'est exactement ce qui se passe dans Gattaca, puisqu'ils disent, ils sélectionnent les œufs qui n'ont, semble-t-il, très peu de risques d'avoir des maladies, et au contraire, ils éliminent pas, s'ils éliminent, même dans le film, les œufs qui risquent de développer plus tard des maladies, ou peut-être même avoir des traits de personnalité handicapants ou inintéressants pour la population. Donc voilà, déjà pour moi cette définition, c'est de dire mon ADN c'est ma personnalité. Après, si on veut bien, on en rediscutera, puisque moi je travaille sur l'épigénétique, hein, donc voilà, c'est autre chose. On peut en reparler. Alors, il faut pas rire avant que j'ai commencé à parler, en fait. Voyons. Oui, parce que tu entends que je bafouille parce que j'essaie d'organiser les idées malgré juste 2 cafés ce matin. En fait, dans les phrases que vous évoquiez, il y avait un peu ce qui m'évoquait un petit côté d'excuse, de se décharger d'une certaine responsabilité. C'est pas vraiment, enfin, c'est comme si on s'excusait on arrête d'utiliser le libre arbitre. C'est pas de ma faute, c'est dans mon ADN, c'est comme ça. C'est une sorte de programmation. C'est facile, c'est pratique, et c'est facile de se cacher derrière ça aussi. Et quelque part également, moi, j'ai pas mal de travail, de réflexion sur le côté hyper angoissant, en fait, donc de l'existence en général, et en ce moment et de ces dernières décennies. Et il y a un côté, voilà, dans des questions angoissantes du monde, mais aussi de recherche d'identité, de qui je suis, d'identité multiple, de comment dans une même vie, je peux avoir plusieurs faces, plusieurs identités. Est-ce que c'est pas aussi bien de pouvoir se raccrocher quelque part à l'ADN, qui serait ce qu'on aurait hérité de nos parents, ce qui nous paraît immuable, alors que bon, l'épigénétique nous montre que bof. Et est-ce que ce serait finalement un peu le roc dans la tempête de l'évolution d'une personnalité, de toutes ces questions d'individu et d'individualité sur lesquelles on pourrait se raccrocher. Et puis c'est scientifique, donc c'est sérieux, c'est fondé, c'est rassurant. Oui, alors je partage tout à fait ce que tu viens de dire. Je vais juste ajouter un élément sous la haute autorité d'une neurobiologiste que je ne suis pas, je n'ai pas de compétences en génétique, mais il y a toute une portion de l'ADN, me semble-t-il, dont on ne sait absolument pas à quoi elle sert. J'espère ne pas dire trop de bêtises. Donc, quand on dit que c'est dans notre ADN, en fait, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dans cet ADN, ni comment faire, contrairement à ce qu'il y a dans le film, mais c'est normal, hein, dans Gattaca, dans Bienvenue à Gattaca, où on a compris à quoi servait chacun des gènes. En fait, on n'en sait pas grand-chose. Donc, quand on dit c'est dans mon ADN, ça... Bon, bien sûr, c'est tout ce que tu as dit, et moi là vraiment je partage complètement, mais en fait il y a plein de choses qu'on ne sait pas, donc même si on a le sentiment de se dire voilà, je suis comme ça et ce sera toujours comme ça et je peux me raccrocher à telle et telle chose. En fait, il y a plein de surprises dans l'ADN. Donc, en fait, oui, c'est peut-être dans notre ADN, mais il y a aussi d'autres choses. Donc, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et moi, c'est ça que j'aime bien dans l'ADN, c'est que finalement, non seulement pour les questions épigénétiques, bien sûr, dont vous nous parlerez, je pense, avec l'épigénétique intergénérationnelle, hein, à mon avis, l'ADN, c'est plus une surprise qu'un phare dans la tempête. Enfin, il y a les deux. Voilà, exactement. C'est pour ça que je pense qu'on devrait se méfier quand on dit c'est dans mon ADN. Alors, j'ai plus grand-chose à dire, moi, en étant passée après. Alors, j'ai pas non plus de formation de biologie ou de sciences en guillemets dures. Mais effectivement, pour moi, toutes ces phrases, c'est dans notre ADN, ça me paraît aussi, bon alors, en plus de tout ce qui a été dit, je suis d'accord avec tout, ça me paraît aussi beaucoup touché au statut de la science, justement, au statut qu'a la science de notre société, parce que, comme vous le dites, c'est pas forcément quelque chose qu'on connaît très bien. Voilà, la majorité des gens ne savent pas qu'on ne connaît pas exactement tout ce que code l'ADN. Par contre, c'est quelque chose dont tout le monde pense savoir ce que c'est éventuellement, ou vaguement au moins. Et du coup, pour moi, ça touche vraiment à ce statut que peut avoir la science de c'est le scientifique, on le sait, c'est vrai.
quand on dit c'est dans l'ADN, quand un marketeur va dire c'est dans l'ADN de mon entreprise, quelque part, alors on sait que l'entreprise n'a pas d'ADN, elle n'a pas de code génétique, elle n'a pas eu de parents, elle ne s'est pas reproduite, enfin, voilà. Mais quelque part, il dit c'est scientifique, vous ne pouvez pas le nier. C'est une façon d'utiliser, je trouve aussi, toute cette aura qui est rattachée à la science, rattachée à quelque chose qui est censé être vrai, absolument inattaquable. Alors, ça aussi, c'est idiot, je veux dire, toutes les sciences ont toujours changé, les paradigmes évoluent au fur et à mesure. Mais pour moi, il y a aussi justement c'est dans l'ADN, c'est vous ne pouvez pas attaquer ce que je suis en train de dire. Là, je pose un argument inattaquable. Évidemment, on peut toujours, mais il y a cette façon de récupérer un peu de l'aura de la science, je pense. Et derrière, c'est aussi très lié, je pense, à cette façon d'utiliser des phrases courtes. Parce que si je dis c'est dans l'ADN, je vais dire ça, voilà, sur une plaquette d'une entreprise, ou alors un homme politique va dire ça sur un plateau de télé. Et si en face, un scientifique veut vraiment démonter l'argument, il faut beaucoup plus de temps. C'est très juste. Alors, j'aurais un reproche à faire à vous quatre en tant que modérateur, c'est que vos travaux manquent tout de même de tyrannosaures qui défoncent des clôtures, donc on va tout de même faire avec, hein, mais je vous félicite pas sur ce coup-là. Et j'aimerais poser une question peut-être un peu générale, et puis après orienter sur vos interprétations à chacune en tant que scientifique et artiste. La question, c'est la suivante. Comment peut-on parler, alors ça dépend si c'est la philosophie, la science, etc., mais d'une essence de l'être humain, d'une permanence de l'être humain, alors qu'on est le fruit d'une évolution, que tout vivant est le fruit d'une évolution. Peut-être Patricia d'abord, parce que justement... Excuse-moi, je n'ai pas compris la question. En fait... Par exemple, tu vois, de l'être humain, c'est-à-dire on définit l'être humain comme Aristote, l'animal politique. Pof, allez, c'est bon, c'est réglé. Animal raisonnable, puis il y a des combats, des religions, des engagements politiques au nom d'une définition changeante de l'être humain selon les époques, les représentations, les contextes. À quoi bon si finalement on est être humain à ce moment-là et qu'on ne le sera peut-être pas plus tard. Enfin, Patricia, si vous pouvez nous débrouiller tout ça. Tout simplement parce que l'être humain, il vit dans un environnement, et cet environnement, il est également très changeant. Donc, il s'adapte. Probablement, on a une grande capacité, peut-être moindre que les animaux, hein, que certains autres êtres vivants, mais on a quand même des capacités d'adaptation. Et donc, cette adaptation, elle fait que même si l'être humain est immuable avec son code génétique qui se transmet de génération en génération, il va être changeant parce que l'environnement est modifié aussi. Là, en ce moment, on ne parle que du changement climatique et on sait, enfin, on espère en tout cas, qu'il va y avoir petit à petit des adaptations. Il y a déjà des adaptations dans notre environnement, les plantes, certains animaux, etc. Donc, pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est une immuabilité, mais qui accepte le changement et qui s'adapte. Joli, voilà. Oui. Alors, du coup, si il y a cette immuabilité qui accepte le changement, donc il y a une interaction avec le milieu, moi j'étais surpris que toutes trois, vous ayez chacune à votre façon de développer justement une sorte de milieu, comme le définit Kurt Goldstein, une sorte d'environnement où il y aurait une interaction, une station, satellite, un arbre. Alors, quel était l'idée ? Parce que c'est quand même assez étonnant que les trois, chacune à votre manière, quel était pour vous, en tant que créatrice, l'intérêt d'avoir son laboratoire pour expérimenter une humanité ? Alors, pardon, tu voulais... Vas-y. Alors moi, je pense déjà que d'une certaine façon, toutes les autoristes font ça dans un roman, c'est-à-dire, moi j'ai en tout cas ce problème quand j'écris, je commence à avoir une idée, je tire le fil de l'idée, j'en ai plein d'autres qui viennent avec, et je me retrouve à vouloir mettre l'univers entier dans un roman, ce qui n'est pas jouable. Je pense que n'importe quelle écriture, c'est couper et simplifier de toute façon, faire un laboratoire à la hauteur d'un livre. On ne peut pas tout mettre. Donc je pense qu'on fait à peu près tous de ça.
Après, moi, justement, je me retrouve, pour répondre à la question de base, comment est-ce qu'on peut écrire sur une humanité immuable? Alors, ma réponse à moi est très simple, c'est on ne peut pas. After, c'est quasiment le livre, bon, je vais essayer de ne pas le spoiler, mais c'est une façon de dire l'être humain, ça n'existe pas vraiment d'une façon absolument fixe. Après, c'est aussi une question que j'ai personnellement, c'est un de mes dadas, c'est la question de l'identité. J'ai jamais trop compris ce que ça voulait dire avoir une identité. Et il y a aussi pour moi tout ce qui vient avec, mais ça c'est peut-être encore mon côté très sociologue. Quand on dit être humain, souvent, on ne parle pas, je trouve, uniquement d'un statut biologique, ou de justement ce que va définir l'ADN, ou de ce que va définir des surcouches physiologiques, ou de l'expression de l'ADN. On parle aussi souvent de valeurs morales, pour moi. Et c'est là où je suis très embêtée, justement, dans cette formulation d'être humain, encore plus quand on parle de homme avec un H, parce que, bon, masculin, neutre, tout ça. Bon, c'est pas la discussion. Mais voilà, quand on parle de l'être humain, souvent, on parle aussi, justement, de choses comme les déclarations des droits de l'homme, ou les valeurs humaines, et du coup, c'est comme si cette formulation était une sorte d'amalgame bizarre de pommes de poire et de choses qui n'ont rien à faire ensemble. Du coup, j'aimerais bien surtout qu'on soit plus précis, souvent quand on emploie cette expression, qu'on en invente d'autres éventuellement pour être plus précis. Alors, Oui. pour essayer de répondre aux deux questions, sur la question de la politique de l'humanité alors qu'on est changeant, c'est aussi parce qu'on fait de la politique à notre niveau de vie qui est un temps de vie limité à 60, 70, 80, 90 ans. Donc on est sur une temporalité qui est courte, donc on s'occupe de l'humain tel qu'il est génétiquement à ce moment-là, dans ses capacités, dans son... Voilà. On n'a pas une super entité qui ferait de la politique sur des milliers d'années. C'est un peu l'empereur Leto II de Dune qui le fait, qui se dit je vais me mettre super empereur pour gérer l'humanité sur un temps extrêmement long dans son développement. C'est un argument des royalistes qui dit aussi qu'on devrait remettre un roi qui pourrait, au lieu d'avoir un mandat tous les 5 ans et changer à chaque fois complètement de direction politique, il aurait tout un règne de 60 ans pour guider un peuple, et c'est un temps déjà plus long. Bon, voilà, donc la politique, elle gère dans son temps, en fait. Elle peut pas gérer dans le temps beaucoup plus long. Et sur la question du lieu... qui a été choisi, donc moi c'est une station spatiale errante, pas orbitale, mais errante dans l'espace. Le choix, c'était que comme je voulais travailler sur le vivre ensemble, je voulais travailler sur des questions sociologiques, sur des questions politiques, il fallait que les gens puissent pas trop s'enfuir. Enfin, c'était un lieu clos. La politique travaille dans un lieu clos, un pays avec des frontières, où il est difficile de sortir de ses frontières, il faut demander un visa, il faut demander un passeport, et ça. Si, à la moindre confrontation entre des personnes qui pensent différemment, on aurait la possibilité juste de partir, juste d'aller facilement ailleurs, la question politique serait posée différemment. Là, il y a une obligation de travailler sur un système juridique qui fonctionne, un vivre ensemble qui fonctionne, une multiculturalité qui fonctionne, parce qu'on peut pas, disons qu'il y a des barrières pour aller ailleurs. Voilà. Donc c'est pour ça que le lieu clos, oui, c'est le laboratoire où les éléments qu'on teste peuvent pas s'enfuir. C'est assez cruel en fait en tant qu'auteur, autrice, de se dire je garde mes petits personnages captifs. Mais vu tout ce qu'on leur balance à nos personnages, s'ils pouvaient juste partir facilement, ce serait trop facile. Il y aurait plus d'histoire. Il y aurait plus d'histoire en fait, non. Donc ouais. Alors vos réponses m'ont aidé à comprendre la question. Donc maintenant, je vais pouvoir répondre, enfin j'espère. Donc, dans un premier temps, je vais répondre à l'aspect, à la deuxième partie. Pourquoi dans une station spatiale? Moi, c'était très simple. C'était pour placer le personnage dans une situation, alors effectivement, dans laquelle il peut absolument pas s'en aller, mais surtout une situation invivable, une situation, une aporie en fait, une aporie physique et mentale, une aporie affective aussi. Donc, quoi de mieux qu'une station spatiale pas trop grande, au milieu du vide? La boîte de conserve dans le vide, ça fait une belle prison, ça rend bien psychotique, je crois. Donc, j'ai pas essayé et je n'ai pas du tout l'intention de le faire. Mais oui, voilà, ça c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de placer le personnage dans cette chose, dans cette station spatiale. Pour en revenir à l'impermanence de l'être humain, en fait, ma vision de l'être humain,
c'est que d'abord en tant qu'espèce, c'est que c'est une espèce éphémère comme toutes les espèces, et on a parlé de l'évolution, c'est ça. Donc pour moi, c'est une espèce qui est née. Il n'y a pas de date de naissance justement. C'est un continuum, une espèce qui naît, qui vit et qui mourra, qui donnera peut-être naissance à autre chose, on ne sait pas, ou peut-être que le phylum va s'arrêter. Ça, c'est possible aussi. Moi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas exclure. Et à l'intérieur de cette espèce, effectivement, l'impermanence, ça va être peut-être, alors pas forcément sociale, mais plus culturelle. On le voit, toutes les sociétés qui ont existé et qui existent sont extrêmement diverses, avec des modes de fonctionnement qui nous sont parfois incompréhensibles. Et oui, il y a une impermanence philosophique, on va dire. Social aussi, l'un va avec l'autre, et là je te rejoins complètement. Disons que pour moi cette impermanence, elle tient à une évolution soit par opposition. On sait, les travaux anthropologiques nous montrent qu'on a tendance à vouloir se différencier le plus de nos voisins les plus proches, parce qu'ils sont trop proches. Je sais pas, moi je prends par exemple les Français et les Belges, j'ai vécu en Belgique, on fait des blagues sur les Belges parce que ce sont nos voisins les plus proches et qu'on a envie de se démarquer d'eux. Les Belges font des blagues sur les Néerlandais. Donc voilà, c'est le principe. Donc cette impermanence, là, en revanche, il y a moins de continuum. Mais alors, je vais juste citer, au commencement était le bouquin de Gruber qui a été traduit en 2021, qui vous reprend 300 000 ans d'histoire de l'humanité et qui vous montre ça beaucoup mieux que ce que je pourrais en dire. Donc, je vous invite à jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Bon, ça fait 800 pages, mais ça se lit tout seul. Et voilà, pour moi, c'est ça l'impermanence, c'est-à-dire que les sociétés évoluent et ce sont toujours des humains avec des statuts d'humains complètement différents, ça c'est sûr, et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans l'animal humain, puisqu'on est quand même des animaux, c'est cette capacité à se réinventer, à s'adapter à son environnement, parce que les environnements sont différents, et aujourd'hui, on a tendance à vouloir plaquer le même type de mode de vie, quel que soit l'environnement, ce qu'on n'a pas fait dans notre évolution et intellectuelle et physiologique précédente. Donc voilà, pour moi, cette impermanence, elle se trouve à la fois au niveau physiologique de l'ADN et à la fois au niveau culturel et social. Alors, je rebondis sur ce que vient de dire Claire. Patricia, sur la question de la permanence et de la possibilité, en quoi l'épigénétique, justement, peut éclairer de manière ponctuelle ou sur le long terme ce que l'on pouvait savoir autrement par d'autres biais, comme ce que Claire évoquait, ou tout simplement par la génétique? Donc l'épigénétique, c'est le mécanisme qui permet l'expression des gènes, pour aller très vite. Et tous ces processus épigénétiques sont très dépendants de l'environnement. Ils vont être impactés par l'alimentation, ils vont être impactés par la pollution, par les stress hydriques. Chez la plante, par exemple, il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été faites comme ça, là-dessus. Donc donc on dit souvent que c'est des mécanismes d'adaptation, parce que justement on va s'adapter à son environnement. Chez l'homme, alors les preuves, elles sont un petit peu plus difficiles à mettre en évidence que chez des animaux de laboratoire ou sur des plantes, parce qu'évidemment notre environnement est très complexe. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous toucher. Il y a le physique, il y a le psychisme, il y a voilà, l'intellect, etc. Donc c'est toujours beaucoup plus difficile de montrer qu'il va y avoir des marques épigénétiques qui vont entraîner une adaptation et puis surtout une transmission transgénérationnelle. C'est plus difficile, mais en tout cas ça existe. Il y a des expériences des études épidémiologiques qui ont montré cela. Donc je pourrais vous en parler pour quelques-unes si vous le souhaitez. Et donc la fin de la question, c'était comment ça peut nous faire évoluer. Éclairer autrement, voilà, vous vouliez éclairer, soigner, quels peuvent être les apports, oui. Ah, de cette connaissance.
Justement, j'ai lu récemment une petite expérience qui a été faite à l'INRA d'ailleurs sur l'adaptation au stress thermique. Donc on va vers un réchauffement climatique galopant. Voilà, je crois qu'on a, en 130 ans, la température a augmenté de 0,85 degrés. Et ces 30 dernières années, ça augmente beaucoup plus vite. Donc, voilà, ça va très, très vite. Et donc, il y a des expériences qui ont été faites sur des poules, des œufs et des poussins. Et, voilà. Et on a pu montrer que des poules qui avaient été soumises à des stress thermiques allaient donner des poussins qui eux-mêmes supportaient pas si bien que ça le stress thermique, mais par contre la génération suivante, donc il y a eu un saut de génération, était beaucoup moins sensible à la température. Donc ça c'est fait sur des espèces qui se multiplient très vite. Hein. C'est pas la même échelle de temps que l'homme, donc on peut voir des passages d'adaptation assez rapides. Et puis après, plutôt pour des stress psychiques, il a été montré par exemple sur la souris. C'était une expérience très intéressante qui avait été faite par un Québécois, Michael Minet, qui montrait que des souriceaux nés de mères, de mauvaises mères, si on peut dire, c'est-à-dire de mères qui ne s'occupaient pas bien de leurs petits, qui ne les léchaient pas, donc le léchage pour l'animal, c'est la même chose que les caresses pour l'humain. Ces petits allaient être très réactifs au stress. Ils allaient être très anxieux pendant toute leur vie. Et par contre, si ces petits, et donc après la naissance, étaient adoptés par des bonnes mères qui allaient beaucoup s'occuper d'eux pendant la période d'allaitement, donc elles vont beaucoup les lécher, etc., leur niveau de réponse au stress était diminué. Et en fait, ce qui était intéressant dans le cas de cette expérience, c'est que le chercheur est allé très loin puisqu'il a réussi à montrer qu'il y avait une marque épigénétique sur le récepteur aux glucocorticoïdes, et il a pu montrer que cette marque restait pendant la vie de l'animal au niveau d'une structure cérébrale, l'hippocampe, que cette marque demeurait là, et c'est elle qui permettait une expression, une surexpression ou une sous-expression des récepteurs aux glucocorticoïdes et permettait cette adaptation. Voilà, donc on peut voir qu'il peut y avoir des choses très positives dans l'épigénétique, hein, puisque là, dans ces deux cas, on a un mieux-être de l'individu. Juste pour rebondir à chaud, ce que je trouve vraiment assez incroyable en fait, c'est que effectivement il y a le côté épigénétique avec le côté très technique de résistance à une température plus élevée, voilà, de cette genre de capacité juste technique. Ou alors ça, le dernier exemple, c'était vraiment l'épigénétique qui touche à nos émotions en fait. Ce qui en fait bizarrement on dit c'est ce qui nous rend le plus profondément pas humain, parce qu'en l'occurrence c'était pas sur des humains, mais juste vivant, connecté à quelque chose. Donc c'est vraiment voilà, il n'y a pas de question ou d'apport autre de ma part, c'est juste un émerveillement de dire que là on est sur la question des émotions en fait, oui, et de l'impact sur les émotions et de comment en fait la gestion des émotions évoluera et peut-être qu'avec tout cela dans des centaines d'années, l'humain sera différent génétiquement dans sa gestion des émotions. Ah bah si, je fais un apport en fait, ça me fait paf. Ça me fait penser, moi j'avais lu beaucoup le philosophe Teilhard de Chardin, parce que mon premier roman auto-édité était sur le concept de la noosphère, qui était un de ses concepts. Et c'est vrai que Teilhard de Chardin, il a beaucoup parlé de post-humain, donc de transhumanisme, mais à la fin de tous ses travaux sur des questions effectivement d'évolution génétique, où il disait qu'il fallait que le plus rapidement possible, on ait la compétence de mieux gérer la transmission de nos gènes et qu'on ne pouvait pas laisser la reproduction de notre espèce au hasard. Un petit côté eugéniste qui, de toute façon, au début du siècle, était relativement courant avant que ça devienne tabou par l'utilisation qu'en ont fait les nazis. Mais ce qu'il avait dit à la fin, c'est que dans tous les cas, ce qu'il voyait comme transhumanisme, enfin, comme post-humain, c'était un humain qui serait surhumain en empathie, en bienveillance et en émotion, et qu'il fallait
un surcroît de cœur. Et donc, en fait, je me dis là, le lien, c'est que ça peut marcher en épigénétique, en fait. Théillard serait très content de ce que vous venez de dire. Ça me fait penser à la nouvelle de Philippe Cadic, L'homme doré. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Il naît un homme qui est donc doré et qui... alors, est-ce que c'est de l'empathie? Est-ce que c'est de... Mais en tout cas, il arrive à... Alors, c'est plutôt présenté comme quelqu'un qui sait faire les choses au bon moment. Et tout ce qu'il fait réussit. Par exemple, des jeux de hasard, il sait à quel moment il va falloir faire telle chose, il sait à quel moment il va falloir demander à telle personne, poser telle question. Et c'est à la fois un super empathique et en même temps, il est présenté dans la nouvelle comme la fin de l'humanité. Parce que si tout le monde était comme ça ne fonctionnerait plus. Alors, c'est dans la nouvelle, hein, c'est pas forcément... Et puis, c'est mon interprétation. Peut-être que ça n'est pas ce qu'il a voulu dire. Mais c'est une forme de post-humain, oui. Voilà, ce que tu viens de dire m'y faisait penser. Oriane? Oui, j'avais envie de rebondir aussi par rapport à ce que vous présentiez et la question qui vous a été posée. Qu'est-ce que l'épigénétique éventuellement peut nous apporter en approfondissement des connaissances que nous avions déjà, par exemple, sur l'ADN? Donc, je vais même pas essayer de parler vraiment de science à votre niveau. Moi, quand j'ai été mise sur cette table ronde, je me suis dit, je connais vaguement des notions d'épigénétique, je vais quand même aller voir plus précisément de quoi ça parle. Et en fait, ça me fait aussi boucler sur votre question de départ, quand on dit ces formulations de c'est quoi l'ADN. Parce que moi, je suis allée voir, j'ai googlé, je suis allée sur Wikipédia, j'ai lu les phrases de présentation, épigénétique, c'est de l'expression des gènes, la façon dont l'environnement influe. Et jusque-là, oui, donc c'est de la génétique, c'est quelque chose qui est inné chez nous, on n'y peut rien, ça nous a été transmis. C'est l'environnement, c'est extérieur, a priori, on n'y peut pas grand-chose non plus. Et puis j'ai continué à lire, et puis j'ai lu effectivement la façon dont les chocs, chocs traumatiques peuvent nous influer éventuellement sur plusieurs générations. La façon dont l'environnement climatique, et on sait qu'il change en ce moment, et on sait pourquoi il change, peut nous influencer. Et là, je vous écoutais aussi parler au niveau individuel de ce que ça nous fait, justement. Et effectivement, on a tendance à penser la génétique au niveau individuel. Et moi, plus j'ai lu des choses, plus je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait le penser au niveau social. Parce que la façon dont l'environnement nous impacte, on est tous capables de, pas individuellement justement, mais socialement, de modifier notre environnement. Et justement, si on réfléchit à la façon dont l'environnement va impacter une personne et jouer sur l'expression de ses gènes dans son propre futur à cette personne ou à ses enfants, on sait aussi, si je ne me trompe pas, il y a des études qui semblent prouver que ça marche surtout les impacts au niveau de la petite enfance. Ces impacts-là vont éventuellement plus jouer sur l'expression des gènes plus tard. Enfin, grosso modo, je suis désolée si je prends des raccourcis, je m'en doute. Mais du coup, on sait aussi que, dans notre société du moins, toutes les personnes ne vivent pas dans les mêmes environnements. On est dans une société capitaliste, hétéro-patriarcale, capitaliste, raciste sur les bords. Du coup, en fonction de qui on est et de où on est né, pas forcément au niveau de notre ADN, mais socialement, nos gènes vont également être impactés différemment. Et du coup, quand on dit c'est dans l'ADN ou c'est l'environnement, en fait, c'est aussi, oui, mais c'est social. Et du coup, ça devient politique et nous pouvons agir au niveau épigénétique, non seulement en créant éventuellement des médications génétiques, je ne sais pas, mais au niveau social, par la prévention. Ça me... Audrey. C'est très très juste et il y a vraiment, je rejoins totalement. Il y a des choses qui commencent un peu à émerger sur ça. Moi, par ailleurs, dans mon autre emploi, je travaille sur des questions sociales et on travaille sur la question des violences intrafamiliales et notamment la violence conjugale et violences intrafamiliales. Et là, il y a une évolution. Il y a un certain nombre de personnes qui travaillent et militent pour que l'enfant, ça s'est fait. L'enfant est maintenant reconnu comme co-victime dans une situation de violence conjugale. Et on voit même certaines, dans le droit, on aimerait aussi qu'il soit vu comme quasiment première victime, le jeune enfant. Parce que étant témoin de ça dans un milieu familial de stress, d'anxiété, de violence, mais même un an ou 18 mois, il le voit, il le perçoit, ce que ça fait l'impact sur son développement neurologique et sa gestion du stress après, et donc potentiellement comment ça se passerait dans les gènes en épigénétique et donc après sur sa propre descendance, c'est quelque chose qu'on commence à apporter à un niveau politique et
juridique en fait, pour reconnaître que là c'est vraiment une question sociale globale, mais du jeune enfant. Oui, tout à fait. De toute manière, quand ces travaux ont commencé sur l'épigénétique, il a été très vite évident, comme vous l'avez dit, que la petite enfance était un moment clé. Donc il a été créé en France et dans d'autres pays aussi des commissions, ce qu'on appelle les 1000 premiers jours. C'est un désir du gouvernement de mettre en place des groupes de réflexion sur qu'est-ce qu'il fallait dire à la population, parce que c'est l'épigénétique, la génétique, souvent on raisonne pas au niveau individuel, mais on raisonne au niveau de la population, populationnelle. Donc comment il fallait éduquer à toutes ces questions-là la population pour que les choses se passent de mieux en mieux. Et donc au niveau de la... Alors nous on travaille en nutrition, donc nous on essaie plutôt d'avoir un discours vers les parents, le père, la mère, quelle est la meilleure alimentation qu'ils doivent consommer pour prévenir des carences et prévenir des anomalies du développement du système nerveux, par exemple, mais aussi de tous les autres organes. Mais après, il y a les apports psychologiques, les apports psychiques, tout l'environnement, comment et c'est faire en sorte que son enfant ne soit pas mis dès sa naissance dans une chambre qui va être pleine de produits chimiques, parce que on vient de défaire les cartons de chez Ikea. Je fais pas de publicité pour Ikea, et donc il va y avoir relargage de tout un tas de polluants, et puis le petit pauvre il se retrouve dans cet environnement dès sa naissance, etc. Donc voilà, plein de petites choses qui semblent assez évidentes quand on comprend un petit peu l'impact de l'environnement sur le développement, mais qui sont bonnes à dire, et ça va par l'éducation. Ça marche par l'éducation. Il faut dire aux gens comment les choses peuvent se passer et quels risques ils font prendre à leurs enfants s'ils les mettent dans un mauvais environnement. Alors évidemment, c'est dur, c'est difficile, parce que nous-mêmes, en tant qu'individus, on n'est pas responsable de notre environnement. C'est tous les gens qui sont sur cette planète qui sont responsables, mais on peut quand même, à l'échelle individuelle, faire certaines choses. De prévention en tout cas. Du coup, j'aurais juste une question pour rebondir. Donc du coup, si je comprends bien, il y a eu, d'un point de vue politique, au moins la volonté de créer un discours pour savoir ce qu'on peut dire aux gens, pour influer sur leur environnement, pour que justement ça les influe pas négativement. Mais du coup, voilà, c'est un discours, c'est un manger 5 fruits et légumes, ou enfin... Excusez-moi. C'est un manger 5 fruits et légumes, c'est un discours, oui. C'est des préconisations. Mais comme vous le dites, individuellement, on n'est pas forcément capable de le faire. Du coup, est-ce qu'il y a eu aussi des actions politiques pour aider les gens à le mettre en place? Alors, moi, je viens de Strasbourg. Je sais que récemment, ils ont mis en place, par exemple, pour les femmes enceintes, la possibilité d'avoir accès à de l'alimentation biologique quasiment gratuitement ou à très bas coût. Ça, je trouve ça génial. Mais voilà, ça, c'est une volonté municipale. Est-ce que niveau national ou voire plus haut, il y a eu aussi des choses mises en place pour que les gens soient pas seulement culpabilisés de ne pas faire ce qu'il faut, mais puissent mettre en place des choses pour, à leur niveau, essayer de récupérer un petit peu l'environnement qui serait le plus bénéfique pour eux. Oui, j'ai vu en effet un reportage sur ce qui se passe à Strasbourg. Alors pour l'instant, c'est à toute petite échelle, c'est 500 mères, je crois, qui reçoivent pendant toute leur grossesse un panier 2 fois par semaine, un panier de légumes bio et puis d'autres aliments bio. Ça va être augmenté, le nombre, il y aura bientôt 5000 femmes, je crois, dans la communauté de Strasbourg et autour de Strasbourg. Alors, on peut pas dire qu'à l'échelle nationale ça va être fait, non, je ne crois pas. Peut-être, on peut espérer, mais j'ai pas entendu parler de ça en tout cas. Au niveau de la nourriture, à l'échelle individuelle, on peut faire des choses. Après, on se rend compte que tout le monde n'est pas égal sur ce plan-là, parce que socio-économiquement, il y a des gens qui ont beaucoup de mal à se nourrir correctement. Et même, en effet, s'ils entendent bien le discours, ils vont sur les sites gouvernementaux qui expliquent ce qu'il faut faire pendant les 1000 premiers jours. D'un point de vue budgétaire, ils n'y arriveront pas. Donc, il faut
continuer, nous, en tant que scientifiques, il faut continuer à dire, voilà, les bonnes pratiques, voilà, communiquer le plus possible. Et puis, ça va être entendu au niveau des municipalités, au niveau des villes, au niveau des départements. Et donc, il y a des choses qui vont se mettre en place petit à petit. Moi, je suis très, très optimiste, et peut-être beaucoup trop, mais je pense que plus on en parle, et plus ça avancera, quoi. Alors, je vais faire peut-être une petite entorse à ma position de modérateur, mais un autre éclairage qui est juridique. Ma fille fait ses études à UCL Londres. Donc, petite anecdote, l'université remplace au moins pendant 1 mois par an le drapeau britannique par le drapeau LGBT+, puis après rétablit le drapeau britannique. Et donc ma fille, elle est spécialisée dans le droit international de la femme et droit international de l'environnement. Et il y a au moins au Royaume-Uni, et en tout cas dans cette université, une volonté de protection qui ne relève pas des outils traditionnels, c'est-à-dire des outils, Oriane, vous l'évoquiez, simple, hétéromasculiniste. Et il y a une volonté d'utiliser les sciences et les contraintes juridiques par rapport à l'environnement, par rapport aux banques, aux industries, et de repenser la protection de la personne indépendamment de codes de loi qui sont un déroulé sur des siècles d'une division. Donc il y a quand même des choses qui... masculin, féminin, quoi. Il y a des choses qui se font, et même dans un autre domaine que les nôtres ici, par exemple le juridique, et je trouve ça important. Bon, c'était une petite parenthèse, mais le juridique, c'est aussi très important, il me semble. Voilà. Alors, tout le monde ici a évoqué le stress. On peut dire effectivement que vos derniers ouvrages en plus l'utilisent et le mettent en scène. Rien, c'est dans la rupture violente qui font qu'il y a un avant et un après. Claire, c'est la double contrainte de votre personnage, contrainte de ses consoeurs et contrainte de ce qui se passe derrière, en coulisses. Et puis, Audrey, la contrainte de deux positions figées, politiques et idéologiques, en tout cas, dans le vivre ensemble, qui suppose pas les passerelles, etc. Donc, quel est, puis bien sûr, dans la recherche, quel est l'usage positif du stress? Au moins, déjà, dans un premier temps, dans la création. Dans la création, quand on écrit. Par exemple, vous, Claire, dans votre dernier ouvrage, ça transpire le stress. Hein. Alors moi, je suis pas du tout quelqu'un de stressé, mais oui, mon personnage est stressé. Oui. L'usage du stress pour quelqu'un qui n'est pas stressé. En fait, comme je suis pas stressée, je ne peux pas vraiment. Je suis pas la bonne personne pour répondre. Non, mais je suis pas stressée. Mais parce que je suis quelqu'un de très lent quand j'écris. J'écris vraiment très lentement. Mais votre personnage, il est bombardé de stress. Oui, bien sûr. Donc il y a un usage du stress. L'usage du stress sur le plan dramaturgique, c'est tout simplement de faire progresser l'histoire. En fait, je pars d'une question dramatique et je propose des éléments de réponse progressivement. Et à chaque élément de réponse, il y a une nouvelle source de stress. Et en fait, chaque réponse provoque plusieurs autres questions, ça empile, on va dire, les couches de stress. C'est vrai que je voulais que le personnage soit particulièrement stressé parce que je voulais qu'il agisse d'une manière relativement exceptionnelle, en tout cas inattendue, inhabituelle et relativement choquante aussi, pour parvenir à placer un personnage dans une situation où il va devoir faire quelque chose de violent et de choquant. On le fait pas quand on est super bien tranquille sur son canapé. Donc il fallait que le stress monte en puissance. Et pour moi, sur le plan dramaturgique uniquement, j'utilise le stress comme... je pense que c'est tout à fait classique. Hein, je n'ai pas inventé la poudre. Je l'utilise pour faire monter un petit peu le suspense et aussi pour faire
pour semer des graines dans l'esprit du lecteur pour qu'il se fasse ses propres idées et qu'il stresse lui-même pour le personnage. C'est une espèce de jeu avec le lecteur. Voilà à quoi, pour moi, sert le stress. Il y a deux natures du stress dans votre ouvrage. C'est-à-dire ? Celui du proche, c'est je vais pas spoiler, donc. Non, mais j'adore quand on me parle de ce que j'écris, parce que je reconnais pas ce que j'ai écrit, mais j'adore ça. Donc allez-y, on y va. Oui. Il me semblait, bien sûr, mais oui, justement, ça m'intéresse beaucoup. Mais il me semblait qu'il y avait une nature du même, ses consorts, oui, qui la méprisent, et une nature plus profonde et maligne, celle du plan, du projet qu'il y a derrière. Ah oui. Effectivement, c'est-à-dire que ce sont des stress à la fois sur le fond, c'est-à-dire à quoi va servir cette mission en réalité, et donc ça c'est vraiment sur le long terme, c'est juste deux chronologies de stress, deux échelles en fait, et la deuxième, c'est le stress induit par ses consoeurs pendant les simulations de cours, qui est un stress permanent, mais dans le présent du texte, alors que l'autre stress, c'est vraiment l'anticipation. C'est, voilà, je comprends pourquoi on m'a amené ici, je comprends pour l'avenir. Donc il y a à la fois un stress sur le présent et à la fois un stress sur l'avenir. Oui, tout à fait. Et Audrey, moi je pensais à, dans Rossignol, à un cas de figure qui est d'une certaine manière deux types de sociétés, ce que montre Bergson, la société close qui ne veut surtout pas se remettre en question, et au contraire la société ouverte qui s'ouvre à l'autre et va vers l'autre et reçoit l'autre. Je sais pas si... Alors moi je suis une personne très très stressée, donc ça va être... Tu bois beaucoup plus de café que moi. Ça n'aide peut-être pas. Je le prends comme une solution, mais en fait, je crois que c'est une fausse solution. Oui, c'est la question du stress. Je parle sous couvert de Patricia qui dirait bien. Le stress, neurobiologiquement, si je me trompe pas, c'est un aiguillon de l'action. Enfin, on est programmé pour sortir. Enfin, c'est un réflexe de survie. On est programmé pour sortir le plus rapidement possible d'une situation d'inconfort. Ce qui me fait beaucoup rire quand je vois tous les livres de développement personnel, comment être moins stressé. Il y a beaucoup de gens qui stressent beaucoup d'être stressés et qui stressent de ne pas réussir à se déstresser. Et je trouve ça terrible parce que ça leur met sur une responsabilité individuelle de se déstresser alors qu'ils essaient juste d'aller à l'encontre d'un mécanisme millénaire de survie inscrit dans notre cerveau primaire. Enfin, je veux dire, c'est quand même terrible de demander à quelqu'un... parce qu'il a lu un livre de développement personnel, d'arriver tout d'un coup à combattre des millénaires d'évolution. Voilà. C'est quand même un peu... Voilà. Mais effectivement, le stress, c'est cet aiguillon de l'action qui fait qu'on va vouloir sortir de cette situation confortable. Il y en a peut-être deux quand on est trop stressé. Enfin, dans le cas de mon personnage principal, se retrouve à un stress paralysant. On lui demande de se positionner politiquement sur quelque chose qui est quand même extrêmement complexe et qui la touche personnellement à un niveau familial qui remet en question toute son enfance et sa jeunesse. Et elle est plus dans un stress de la biche qui se retrouve coincée dans le faisceau des phares d'une voiture. Et en fait, le cerveau déraille et dit je ne peux même plus agir parce que je suis à un niveau au-delà de cette contrainte est trop forte. Et encore une fois, le fait qu'on est dans une station spatiale où ils n'ont pas le choix d'agir, voilà, elle doit se confronter à un moment donc tout le livre, alors tout le livre c'est 130 pages, tout le livre c'est comment voilà, au bout d'un moment elle se remet dans une action politique, même en contrôlant pas tous les éléments, parce que le côté paralysie en fait de ce stress est peut-être plus dangereux que d'agir. Même si c'est une action un peu partielle et probablement peut-être pas la plus ajustée à ce moment-là. Donc oui, le stress, c'est avant tout voilà, ce réflexe qui nous fait avancer. Ça fait avancer les personnages dans l'intrigue. Ça fait avancer l'humanité aussi dans ses actions. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a toutes les questions. On parlait de l'angoisse de la société. Bon, des fois, on nous stresse beaucoup sur, par exemple, les questions écologiques
on est vraiment, vraiment, vraiment dans la panade, il faut s'y mettre, etc. Et ce stress, il peut être autant l'aiguillon de l'action pour qu'on avance et qu'on se bouge un peu et qu'on trouve des solutions et qu'on fasse de la prévention, mais il peut aussi être paralysant parce qu'à un moment, on est submergé et le corps, enfin le cerveau disjoncte en fait. Donc, dans votre ouvrage, dans Rossignol, il me semble aussi qu'il y a une sorte de rigidité voulue au moins pour... l'un des partis qui veut pas se mêler, mais on est aussi l'héritier du stress des gens qui nous ont précédés, des positions politiques qui nous ont précédés. Oui, tout à fait. C'est comment on s'inscrit aussi dans un héritage où on a peur de défaire aussi peut-être des choses. Le passé a l'air un peu rassurant parce qu'il est passé, donc il y a moins l'angoisse de ce qui risque d'arriver. Donc oui, dans Rossignol, les deux partis, partis politiques, c'est un bien grand mot, mais les deux tendances, la tendance de ceux qui veulent peut-être ne pas trop se mélanger, parce que notamment ils le disent noir sur blanc, ne veulent pas que leurs gènes se mélangent et se perdent et s'effacent et s'invisibilisent. Cette angoisse en fait de se perdre un peu, elle est légitime aussi. Enfin, je veux dire, elle s'entend. C'est juste une angoisse de l'avenir qu'on a du mal à projeter, à voir écrit. Donc voilà, dans ce stress-là, il y a aussi des raisons qui les font agir d'une manière qui peut paraître mauvaise à ce moment-là. Auriel, pareil, est-ce que dans Simca, il n'y a pas aussi le stress du radicalement nouveau, l'imprévu, rien dans ce que l'on connaissait ne prépare à la rupture, est-ce que c'est pas un peu ça aussi qui rythme pour partie au moins votre texte? Alors, je pense pas que c'est ça le rôle que j'ai mis au stress, en tout cas dans le livre. Je suis en train de réfléchir en vous répondant parce que j'y ai pas réfléchi avant. Moi, je suis plutôt team Audrey, surstressée sur absolument tout. Donc, j'aurais même du mal à vous dire à quoi sert le stress parce que je sais pas trop comment on vit sans, je pense. Désolée, t'es isolée Claire là. J'ai l'habitude. Mais dans Simca, effectivement, alors pour l'auditoire, il y a un événement extrêmement brutal qui se produit, un tremblement d'univers où les règles de l'univers changent quasiment. Mais maintenant que j'y réfléchis, ça cause pas de stress, en tout cas aux personnages principaux. Disons que j'ai deux lignes temporelles. J'ai une ligne temporelle qui se produit au moment, on va dire, de ce changement, et où le personnage principal est une petite fille qui ne stresse pas, elle est juste émerveillée. Sa mère stresse parce que sa mère stresse notamment de ce qui va arriver à sa fille, de comment faire, de qu'est-ce qui se passe. Mais vu que moi j'adopte le point de vue de la petite fille, qui elle est juste en mode c'est une aventure et qui se sent à l'abri de toute façon vu qu'elle est avec sa mère, il n'y a pas de stress de ce côté-là. Le stress que j'ai mis dans le livre, c'est dans l'autre ligne temporelle où j'ai un personnage beaucoup plus âgé, qui a 50 ans, qui du coup stresse énormément, mais ne stresse pas, ça se passe plus tard, sa ligne temporelle, et ne stresse pas à cause du changement, ne stresse pas à cause du bouleversement de l'univers, mais stresse à cause de justement son incapacité à avoir prise sur ce qu'il aimerait faire de ce bouleversement. C'est un personnage qui aimerait vivre sa passion, qui aimerait vivre d'une certaine façon et qui ne peut pas parce qu'il y a un moment, il faut payer son loyer et qu'on ne veut pas le payer pour ce qu'il veut faire. Et pendant que vous parliez, je réfléchissais aussi d'un point de vue épigénétique quand on construit les personnages. J'étais en train de me dire que l'épigénétique pouvait aussi peut-être nous apporter quelque chose en tant qu'auteurier sur notre façon de réfléchir le personnage. Bon, c'est aussi, je suis une contrôle freak et une organisationnelle maladive dans ma façon d'écrire comme dans le reste. Mais je me souviens, quand j'ai commencé à écrire, je me suis rendu compte que ça voulait dire quelque chose, ce truc que disaient parfois les autoristes de « mon personnage est devenu autonome, il a fait quelque chose ». Effectivement, je me suis rendu compte que j'écrivais un personnage et merde, j'ai prévu qu'il fasse ça et il ne peut pas, ça contredit ce qu'il a déjà fait. Et là, en écrivant Simca, je me suis rendu compte, mes deux personnages-là ne peuvent pas réagir de la même façon parce que j'en ai une qui est traumatisée, il s'est passé ça dans son passé, forcément, elle va réagir différemment. Mais je le savais d'une façon... je ne sais pas comment dire, voilà, instinctive. Et alors, c'est vraiment mon côté contrôle fric, mais voilà, du coup, d'un point de vue épigénétique, d'un point de vue avoir des mêmes vagues notions scientifiques de pourquoi ça marche comme ça. Et du coup, moi, quand je fais des recherches et que j'ai
une théorie qui me dit ça marche peut-être comme ça, parce que ça, il y a des exemples qui me pourraient montrer que, moi, ça me permet d'aller plus loin. Et du coup, l'épigénétique pourrait même permettre d'aller plus loin dans la construction de mes personnages, je me dis. Mais c'est peut-être tirer vraiment le fil loin, du coup. Moi, je trouve que vous avez toute des superbes définitions du stress, hein, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a le stress-action. Quelque chose se passe, on a deux choix, on fuit ou on combat. Hein, c'est la première réaction. Et puis après, il y a le stress qu'on appelle le stress chronique, qui va être là tout le temps, des difficultés dans la vie, des maltraitances qui se répètent, etc. Et là, en fait, petit à petit, les gens deviennent anxieux et puis déprimés. Et ça, on le montre très facilement chez l'animal. Hein. Un animal pour lequel on va lui donner la possibilité d'échapper au stress, il va très bien s'en sortir. On le remet dans la même condition quelques temps plus tard. Son taux de corticostéroïdes va monter, mais va redescendre une fois que le stress est passé parce qu'il a eu la possibilité d'agir. Et par contre, on fait la même chose sur des animaux qui ne peuvent pas échapper, avec des stress qu'on change tout le temps. Toute la semaine, on amène des nouveaux stress. Alors, des choses pas très graves, hein. Un peu d'eau dans sa litière, de la musique un peu forte, un claquement de porte, etc. Mais ça, des petites choses comme ça qui pourraient paraître anodines, mais qu'on répète et sans l'animal ne sait pas quand ça va arriver, etc. Malheureusement, l'homme a utilisé ça pour de la torture. Hein. Et là, donc, il y a une dépression qui s'installe et il n'y a pas de retour en arrière, c'est-à-dire qu'on a un animal extrêmement anxieux qui va rester très anxieux. Donc vous avez vraiment bien défini avec vos personnages ce qui se passe. C'est terrible comme cette table ronde passe vite. Alors, il nous reste vraiment très peu de temps, hélas, pour des questions, mais on va quand même le prendre. Donc s'il y a dans l'assistance des questions. Merci. Vous parliez des réactions face à une situation, on va dire, stressante. Donc il y a la fuite, il y a l'affrontement, et il y en a une troisième, c'est le figeage, le freeze. Est-ce que vous pourriez élaborer, s'il vous plaît ? Oui, c'est ça. Il y a la fuite, l'affrontement, donc le combat, et le freezing. Et ça, c'est un peu l'exemple que vous donniez avec la biche dans les phares de la voiture, c'est-à-dire une incapacité à répondre par l'action, en fait. Et donc, c'est... le freezing, comment on peut dire ça? C'est la sidération, c'est ça, c'est la sidération. Donc ça arrive pour l'humain aussi. Hein, donc ça se bloque en fait. C'est un peu le même mécanisme que le malaise vagal. Quand des gens qui ont déjà fait des malaises vagaux, c'est ça, c'est que à un moment donné, la douleur est très forte, que le système nerveux, pouf, il arrête tout. Il n'y a plus de passage de neuromédiateurs, de neurochimie, etc. On tombe dans les pommes et puis on se relève quelques secondes après. Mais en tout cas, à un moment donné, il y a eu un blocage. Et le freezing, c'est ça. C'est un blocage. Il y a un arrêt du fonctionnement du système nerveux. C'est quelque chose qui est très travaillé sur la question des violences faites aux femmes. Encore une fois, mon second domaine de travail, sur la question du viol, notamment, parce que si vous voyez le travail de Muriel Salmona de Mémoire traumatique, c'est le fait qu'il y a ce moment de dissociation dans les situations de viol. On dit mais pourquoi la femme ne s'est pas débattue, pourquoi elle n'a pas crié, pourquoi elle n'a pas combattu en fait. Et c'est pas seulement parce que elle s'est dit raisonnablement je n'ai pas la force physique je n'ai pas mes techniques de Krav Maga pour m'en sortir, c'est que vraiment le cerveau a disjoncté, a fait une dissociation où la personne victime raconte souvent qu'elle a eu l'impression d'être sortir de son corps, d'observer ça de manière très très malade. Mais c'est un mécanisme de survie et de préservation. Et plus tard, on va avoir
dans les mois ou les années suivantes, le cerveau réinjecte les petits flashs de mémoire à petite dose pour permettre à la personne dans son travail, en fait, de reconstruction, de faire face à ce qui lui est arrivé. Et c'est pour ça qu'on a les flashs bien plus tard, qui est en fait un deuxième mécanisme de réconciliation. Je crois que ça se passe au niveau de l'hypothalamus. Hippocampe. Ouais. Voilà. Le problème, c'est que dans les questions de droit des femmes et de la question des violences sexistes et sexuelles, c'est impossible de faire passer ça. Ça commence à le faire. Il y a question de sidération. On forme énormément tout ce qui est des policiers, des gendarmes qui reçoivent les dépôts de plainte et qui ne posent pas la question pourquoi vous vous êtes pas débattus. Mais en fait, c'est long parce que la définition du viol en 1870-80, et il fallait que la femme prouve qu'elle avait crié pour être entendue à plus d'une lieue. C'était la définition, voilà, et c'est pour ça que la définition du viol inclut les questions de menaces et de contraintes, et maintenant on parle également de surprise, et qui amène la meilleure compréhension de ce moment de sidération. Mais on a vu que c'était effectivement proche des syndromes post-traumatiques, en fait, d'anciens vétérans de guerre du Golfe. Mais en fait, il y a comme vous l'avez dit, il y a une amnésie, en fait, de l'instant. Parce que l'hippocampe est une structure cérébrale qui sert à la mémoire, à plein d'autres choses, et qui est bourrée de récepteurs au cortisol chez l'homme. Et donc, en fait, il y a à cet endroit-là une sorte d'orage hormonal qui va bloquer le système. La trace mnésique est toujours là, puisque des années plus tard, les femmes vont petit à petit se souvenir de brides, et puis l'histoire va se recomposer. Mais au moment où ça se passe, il y a une sorte d'amnésie, enfin une amnésie, oui. C'est pour ça qu'on travaille sur l'allongement des délais de prescription, parce qu'on sait que cette mémoire arrive parfois 2 décennies plus tard, en fait. Donc le droit doit suivre, bizarrement. On parlait du droit tout à l'heure. Ouais. Une autre question ? Eh bien, dans ce cas, je remercie. Il y avait... Ouais, ça va être une petite question. On ne les voit pas. Mais, s'il n'y a pas de micro. Non ? Si ça arrive. Bonjour. Et quels sont les moyens, ou quels seraient les moyens de soigner ces conséquences ? Parce qu'on a parlé donc de ces animaux, voilà, soumis au stress, les humains. Est-ce que c'est à peu près pareil ? Mais a-t-on aussi des pistes aujourd'hui pour soigner ces états, ou est-ce que c'est irrécupérable ? Dans le cas de l'anxiété chronique... Faire vite, parce que dans le cas de l'anxiété chronique, on l'a vu dans les modèles animaux et chez les enfants aussi, c'est s'occuper d'eux, vraiment avoir une attention dirigée vers cette personne, lui apporter le plus possible d'attention, de bien-être, de stimulation, mais positive, dans l'empathie, dans la générosité, pour essayer de pallier à ça. On pense au stress post-traumatique, c'est tout à fait ça. C'est réversible. Si l'épigénétique marche dans un sens, on peut espérer que ça marche dans l'autre sens. C'est ça, quand il y a une plasticité encore importante. On aurait pu continuer. Un grand, vraiment sincère merci, un grand merci. Merci au public. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.